thank you for connecting. I think we can start because we already have 50 people connected. So Connecté, c'est un bon début. My name is Romain. Je suis donc Romain Crouzet. Je suis responsable des programmes pour l'association Climate Change. J'aimerais donc accueillir les intervenants, tout comme nos auditeurs, nos participants aujourd'hui, qui sont plus d'une cinquantaine. Cette session donc, est traduite en ligne. Vous pouvez donc cliquer en bas de l'écran sur l'onglet anglais ou français selon le choix de la langue que vous voulez écouter. Je vais donc commencer en anglais et puis je passerai certainement au français ensuite pour le temps de questions-réponses. Donc cette session est également enregistrée et elle sera donc disponible sur notre site par la suite et elle pourra être envoyée à tous ceux qui se sont inscrits. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat box. Si nous avons le temps, nous essaierons de répondre à certaines questions au micro. Seulement si nous avons le temps à la fin, peut-être vous pouvez lever la main avec le système qui est disponible. Alors, comme introduction, d'abord, pour présenter Climate Change, qui est une association qui est pour tous les acteurs non étatiques dans leur diversité. Et l'idée est de créer justement une meilleure synergie entre les différents acteurs non étatiques, c'est-à-dire les groupes principaux, les groupes qui sont reconnus donc, par le Fonds climatique international, les collectivités, les ONG, les entreprises, les chercheurs, les organisations de femmes, etc. Climate Change, we have many different À Climate Change, nous avons différentes activités. Nous avons donc un site internet sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations sur les actions climatiques. C'est en anglais et en français. Nous avons également un observatoire qui analyse les actions climatiques au niveau local et au niveau mondial. C'est une publication que nous faisons tous les ans. C'est très intéressant pour justement les experts de ces différents domaines. Nous organisons également tous les ans des sommets avec la coalition, nous rassemblons des gens lors de ces sommets. Chaque coalition a ensuite une feuille de route à suivre. Bien sûr, dans la situation que vous connaissez tous avec le Covid, malheureusement, nous n'avons pas pu tenir nos sommets. Nous devions en avoir un en septembre au Rwanda, ce qui ne sera pas possible, bien sûr. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ces ateliers virtuels une fois par semaine sur des sujets bien précis, avec des coalitions particulières, pour continuer justement de mobiliser nos communautés et faire un suivi de nos feuilles de route et de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous aurons donc ces ateliers chaque jeudi après-midi de 15h à 16h à l'heure de Paris, à l'heure française. Alors nous aurons deux sessions d'ateliers. Principalement, la première session, c'est de présenter notre travail de l'Observatoire et également pour renouer avec la coalition, pour prendre contact, comme aujourd'hui, la coalition justement pour l'accès au financement. Nous avons déjà eu cette première session. Nous avons essayé de voir avec les différents acteurs de cette coalition comment ils ont été justement affectés dans leurs activités à cause de la situation du Covid. Et à l'automne, nous aurons donc une autre session d'atelier pour aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail et voir quelles sont nos activités, quelle est la feuille de route de chaque coalition. C'est un peu l'idée de ces ateliers. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va se focaliser sur la question de l'accès inclusif au financement du climat suite à la crise du Covid-19.
la raison pour laquelle nous avons invité nos co-leaders de la coalition et d'autres acteurs du domaine des finances, justement, suivre un peu cette question. Nous avons eu un séminaire important l'année dernière, justement sur la question de l'accès au financement des acteurs concernés, et nous aimerions voir et discuter surtout de la question des sources de financement pour les acteurs locaux et non étatiques, notamment pendant le temps de la crise, et comment cela a affecté cet accès au financement. Je vais d'abord vous présenter tous nos intervenants et chaque intervenant pourra présenter ce qu'il fait ou ce qu'elle fait pendant 10 minutes maximum. Nous avons donc des questions à leur poser. Il y aura ensuite un temps de questions-réponses. Et nous terminerons toute cette réunion dans 55 minutes. Notre premier intervenant, c'est Raphaël Moser, qui est chargé du programme au Fonds climatique international, qui est une organisation de l'ONU qui travaille sur le changement climatique et l'accès donc au financement. Donc, c'est une facilité, un programme local qui est une initiative qui soutient donc les collectivités sur toutes les questions de changement climatique pour inclure justement ces questions dans leur budget annuel. Ensuite, nous aurons Titi Lopé Akosa, qui est directrice de l'organisation Questions ou problématiques du 21e siècle. Elle est également coordinatrice du Gender Monitor pour l'Afrique, au Fonds vert pour le climat. Et le but, justement, c'est de faire un suivi pour essayer d'influencer aussi le Fonds vert pour le climat pour aussi le soutien à l'égalité des sexes. Elle est basée au Nigeria. Parlerons ensuite avec Thierry Tchekpo, qui est du groupement intercommunal des collines. C'est une association de municipalités qui se trouve au Bénin, donc il est responsable des partenariats. Il nous donnera donc un point de vue des collectivités locales. Et ensuite, nous aurons Justine Audrin, qui est la responsable des programmes de FMDV, qui est une association qui travaille avec les collectivités justement pour le financement du développement urbain et qui apporte également un soutien pour tout ce qui est la planification des projets urbains aux autorités locales. Raphaël, c'est à vous. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Je vais également vous montrer un PowerPoint. J'aimerais commencer. Voilà, PowerPoint. Donc, bonjour. Donc, l'idée, parler un peu de nos expériences avec justement les subventions pour le climat dans le contexte du Covid. J'espère que vous voyez bien l'écran. Et je parlerai ensuite de notre expérience justement avec les subventions. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée, une introduction. Je parlerai de local, de programme. Donc, vous voyez ici le bras financier de l'association de l'ONU qui donne donc des subventions, des garanties. Nous travaillons donc avec différents projets et surtout avec les LDC. Donc, nous avons travaillé également avec les subventions basées sur la performance du climat. L'idée, c'est d'établir tout un fonds et ces fonds peuvent transiter par des structures existantes déjà pour donc amener des financements pour couvrir les coûts et pour les initiatives au niveau local. 110 à 120% des dépenses vont justement pour la résilience climat, pour pouvoir justement avoir les fonds nécessaires pour développer les activités de résilience. Nous le faisons donc au travers de ce mécanisme basé sur la performance, c'est-à-dire que les collectivités peuvent accéder à ces fonds. Elles doivent quand même montrer un nombre de performances avec des conditions minimum d'accès, qui ont à voir avec des indicateurs sur la gouvernance, sur les mesures de financement, comment le financement est géré,
avec également d'autres indicateurs, avec la question de l'adaptation. Par exemple, s'il y a des évaluations de risque liées au climat, au niveau local. Donc, tous ces éléments sont étudiés à la fin de chaque cycle de financement et nous avons des personnes qui vont aller faire l'évaluation des performances sur la base de ces indicateurs. Donc, selon l'emplacement, selon le lieu de cet endroit. Et bien sûr, ça varie d'une année à l'autre selon les projets, selon le lieu. Donc, l'idée, c'est de construire, de bâtir une relation quand même. Et ensuite, on peut plus facilement adapter et apporter l'assistance nécessaire. Ensuite, à cela, nous avons une liste de ce que nous appelons différents points qui sont assez larges. Nous essayons d'intégrer justement certains secteurs avec les NDC, les NAP, pour nous assurer que les cibles sont bien définies, pour avoir les subventions nécessaires et pour que ça réponde aux actions du gouvernement. Juste pour vous donner une idée de là où nous agissons, donc dans différentes phases. Nous avons différentes phases, la phase d'évaluation, avec un projet pilote, et puis au fur et à mesure, nous passons à des autres phases en fonction du développement et de la performance. Pour que nous puissions justement atteindre cette troisième phase. Et à la fin de la deuxième ou la deuxième phase, nous ayons vraiment une étendue élargie des activités des collectivités pour qu'elles puissent justement accéder à ces subventions et pouvoir mobiliser les nécessaires. Alors bien sûr, avec le Covid-19, avec la pandémie, tout cela a été chamboulé, nous avons été affectés. Mais notre programme a vraiment pu rapidement réagir pour s'adapter selon notre structure, adapter notre structure justement au secteur d'activité. Vous voyez ici. Nous voyons donc le développement pour les capitales, les 3 secteurs que vous voyez ici. Au niveau des chaînes numériques, c'est-à-dire les systèmes de paiement de chaînes numériques, pour avoir une égalité dans les paiements et dans l'accès aux paiements selon les pays. Chacun a une approche différente. Il y a donc une approche qui touche également les PME pour avoir une certaine stabilité. Comment donc les aider pour stabiliser l'économie locale et accélérer la relance. Et la dernière phase, la dernière approche, c'est donc pour les collectivités, pour encourager la capacité des collectivités à déployer les fonds et à pouvoir répondre justement aux besoins locaux. Donc, alors, en même temps, l'UNCDF, nous nous focalisons sur les collectivités locales. C'est là où c'est avec eux que nous travaillons sur les subventions. Nous avons bien sûr beaucoup d'exemples. Les collectivités sont vraiment à la première place, sont vraiment au front de notre action. Et nous avons cette tradition de travailler avec les gouvernements locaux. Nous avons un guide pour l'action immédiate. Et donc, nous avons réédité ce manuel, ce guide pour voir comment les collectivités peuvent aider dans la relance économique, que ce soit à court terme ou à moyen long terme, quelles pourraient être les actions, c'est-à-dire développer les capacités sanitaires, l'assainissement, la proximité des acteurs, etc., la protection sociale, etc., et être plus conscient des économies locales. Et donc,
Je n'entends pas. Mais ici, je vais me focaliser davantage sur la performance. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont donc les opportunités. Quand nous voyons ce qui se passe, par exemple, selon les mesures qui ont été mises en place pour aider les villages, et pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé dernièrement. Ce sont vraiment des occasions qui nous sont données pour ne pas retourner justement à notre manière de faire comme avant, mais pour vraiment essayer de suivre ces nouvelles opportunités, en tirer meilleur profit, comment encourager la relance. Et, et si nous tirons les leçons de cette expérience du Covid-19, nous pouvons voir que dans tous les packages qui ont été mis en place par les autorités locales, les collectivités, je crois que c'est très important de voir ce qui va se passer l'année prochaine, et surtout dans la question des financements. Nous avons vu dans certains pays voir ce qu'ils ont déjà pu dépenser, les finances supplémentaires qui ont été déployés. Donc, je crois que c'est également une occasion qui nous est donnée de voir que ce que nous faisons est possible et d'avoir des changements. Ouais, c'est également très important pour nos actions. Une autre leçon à tirer de cette expérience du Covid, sur la question des packages, que les chaînes ou les canaux plutôt qui ont été utilisés pour libérer les fonds, les financements, ont été ciblés aux personnes et aux situations qui sont le plus dans le besoin. 90% des packages ont été canalisés par ces acteurs. Donc, je crois que nous pouvons vraiment utiliser ces mêmes expériences, ces mêmes idées pour développer par la suite et cibler donc justement ces groupes, ceux qui sont le plus dans le besoin en ce moment de financement pour le changement climatique, surtout d'un point de vue d'adaptation. Quand nous parlons des subventions qui sont basées sur la performance, justement, je crois que c'est un véhicule formidable pour vraiment libérer des financements efficaces pour toutes les actions climatiques pourront être mises en place. Donc, je pense qu'en fait, cette expérience du Covid nous aide à mieux adapter notre manière de financer. La dernière chose que je peux dire dans les opportunités ou les leçons que nous pouvons tirer de cette expérience, c'est surtout lorsque nous pensons à cela, nous ne pouvons pas juste regarder le climat comme une question de climat, changement climatique. Nous devons le voir dans quelque chose de global, dans différentes directions possibles. Donc, cette expérience que nous vivons en ce moment nous montre justement comment nous adapter et comment mesurer l'impact sur la vie des gens. Donc, je crois que c'est une autre occasion qui nous est donnée de veiller, de nous assurer, à nous adapter et de pouvoir mieux évaluer les risques également. Dans nos décisions, nous devons pouvoir mesurer et peser toutes ces choses. Alors maintenant, pour ce qui est de notre expérience avec les subventions basées sur la performance, dans certains pays, ce que nous avons fait, c'est de pouvoir aider, je parle toujours des collectivités, à pouvoir les aider à surmonter cette crise. Ce que nous essayons de faire dans un premier temps, c'est d'avoir une évaluation consultative avec nos partenaires pour que nous puissions comprendre, évaluer leurs besoins. Bien sûr, ils nous envoient ensuite leurs évaluations. Il y avait beaucoup de besoins qui étaient au-delà de l'action climat. Et nous les aidons à développer un portfolio pour voir ce qui peut être fait.
Je crois que vous avez été confrontés aussi également à ces mêmes problématiques, c'est-à-dire intégrer en même temps la réponse au Covid dans les portfolios existants et puis continuer avec le financement essentiel pour le climat. Comment s'assurer que nous ne mettons pas de côté non plus, justement, à cause du Covid-19, la situation pour le changement climatique. Donc, nous devons garder ça également en pensée. Donc, ça, c'est la première question. Garder cet équilibre, justement, ne pas effacer les besoins du financement climatique par rapport à la crise du Covid. Et l'idée, c'était également d'identifier d'autres domaines où nous pouvons également utiliser ce mécanisme, ce système de subvention basée sur la performance et les inclure dans le package. Et en même temps, essayer de lier cela à d'autres actions avec les collectivités, les communautés. Nous l'avons vu, nous avons une liste avec ces secteurs. Dans ces secteurs, qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui pourrait être lié à cette situation du Covid-19 tout en même temps? Donc, nous avons donc la réhabilitation des secteurs en fonction de la crise et des structures existantes, en particulier avec les structures pour l'eau, pour l'accès à l'eau, pour les stations de lavage, pour avoir des points d'eau, de l'eau accessible aussi dans les foyers. Comment également avec bien sûr les assainissements, toutes ces autres questions. Également, comment avoir des fonds pour l'assainissement, etc. Alors, on va essayer de raccourcir parce que le temps est arrivé à la fin. Juste pour vous donner un dernier exemple, en fait, de ce que nous avons fait au Ghana avec le portfolio, avec les mesures, donc en lien avec les mesures du Covid, pour justement actualiser et mobiliser d'autres moyens, d'autres forces pour s'adapter, pour se servir justement du protocole du Covid-19. Voilà, merci. Je pourrais répondre à quelques questions à la fin. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Alors, peut-être rapidement maintenant. Je me posais justement la question. Bien sûr, vous avez travaillé beaucoup en tant que UNCDF pour justement l'acheminement des financements avec la nouvelle crise du Covid. Mais vous avez également souligné l'importance de continuer de travailler sur les questions de climat récurrentes. Est-ce que c'était une préoccupation qui était déjà là avant sur la question du financement et de la gestion des finances avant la crise du Covid, justement, parce que nous savons qu'au niveau de l'Afrique, notamment, l'acheminement ou l'accès aux finances, au financement pour le changement climatique, cet accès est encore assez bas comparé aux besoins qui sont ceux de l'Afrique. Donc, dans le rôle de la coalition, en tout cas, nous avons considéré ce coût de l'adaptation qui pourrait être jusqu'à 6% du GDP, du PIB africain, justement, au niveau du continent, 6% du PIB. Dans un lieu où la température monte de 4 degrés, donc c'est énorme, les besoins sont énormes. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, pour ce que vous faites en réponse à la crise du Covid, est-ce que vous pensez que cette réponse, cette réaction pourrait être utilisée pour s'adapter à d'autres situations, notamment sur le continent africain, notamment par rapport aux ODD qui devront être réévalués
Oui, merci pour cette question. C'est une question centrale, effectivement. Quand nous regardons cette approche à la crise du Covid, nous avons reçu beaucoup de demandes, de requêtes des collectivités locales dans ce secteur. Donc, au début, nous avons donc, je n'entends pas bien. Donc, au début, effectivement, nous avons décidé de faire une évaluation et de voir d'évaluer les besoins qui nous avaient été envoyés et comment les intégrer dans le portfolio. Certains avaient une situation comme par exemple les infrastructures pour l'eau, l'accès à l'eau. Donc, ce sont des domaines où nous avons vu des relations, des liens. Mais en même temps, nous avons vu dans notre portfolio ce qui a pu être adapté. C'était la partie la moins importante. Par exemple, au Bangladesh, nous avons soutenu d'autres organisations. Mais nous essayons de travailler avec ceux qui sont en lien avec le changement climatique et la réponse à la crise du Covid. Merci beaucoup. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions qui sont liées à ce sujet. Nous enverrons plus d'informations concernant votre présentation parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Maintenant, nous allons passer à Titilope Akosa, qui est donc directrice de l'association problématique du XXIe siècle, qui est basée au Nigeria. Nous allons la présenter. Nous avons présenté ses activités, justement en lien avec la crise du Covid. Merci à vous. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici et de pouvoir partager avec vous nos activités. Quelles ont été nos activités pendant justement la crise du Covid? Comme vous le savez, Lagos est très dense, une population très dense, qui est l'épicentre vraiment de la pandémie aussi au Nigeria. Et ici au Nigeria, nous avons eu nos premiers cas en février déjà, vers la fin de février. Et depuis, nous avons eu beaucoup d'autres cas. Et le gouvernement a très bien réagi pour veiller à ce que les tests soient conduits chaque jour et que ceux qui seront positifs au Covid puissent être justement isolés, mis en quarantaine dans des lieux publics, dans des établissements publics. Maintenant, nous utilisons également des bâtiments ou des systèmes du privé pour veiller à ce que tous ceux qui sont contaminés puissent être mis à l'écart et qu'ils puissent justement guérir et sortir de cette pandémie. Donc, pour nous, en tant que groupe de femmes, avant le Covid, bien sûr, nous faisions notre travail, ce qui est donc de faire le suivi des actions climat depuis un certain temps maintenant. Nous le faisons au niveau international et également au niveau local, et également au niveau régional africain. Nous mobilisons vraiment nos voix pour vraiment parler ou donner notre avis sur les propositions qui sont données au bureau du Fonds pour le climat. Donc moi, en tant que représentante de la voix des femmes, ce que nous faisons, c'est que nous allons assister, nous allons rencontrer les bureaux de ces fonds pour le climat, fonds verts pour le climat. Nous allons parler notamment des questions, des propositions qui ont été faites pour l'Afrique. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps déjà. Nous essayons d'avoir les informations en temps réel sur les propositions qui sont faites, certainement, surtout pour savoir d'où viennent ces propositions, et nous les soumettons au niveau du bureau pour être sûr que tout ce qui a été approuvé pour que les femmes africaines puissent aussi avoir leur mot à dire dans la question et que nous puissions donc nous sommes également et nous veillons à ce que le fonds vert pour
pour le climat considère justement la question d'égalité des sexes. Donc, tous les plans, toutes propositions doivent être soumises à ça. C'est vraiment important pour nous, en tant que femmes locales, d'avoir vraiment un mot à dire, d'être impliquées, pas simplement pour suivre, pour s'assurer que les subventions arrivent aussi au fond pour les femmes, mais pour que les femmes puissent bénéficier des fonds alloués, pour que ces femmes puissent bénéficier justement. Donc, depuis le début, malheureusement, de la pandémie, je dirais que nos activités ont été en fait très limitées, malheureusement, dans nos interactions. Et peu de femmes, finalement, ont accès à l'Internet, ce qui est vraiment pour nous un grand problème. Donc, la plupart du temps, nous sommes sur le terrain quand il n'y a pas de pandémie, bien sûr. Mais pendant la pandémie, les femmes ont été frappées, beaucoup sont décédées. Donc, maintenant, nous devons décider comment continuer notre action pour que la voix des femmes vraiment soit entendue, même concernant la gestion de la crise, de la pandémie. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'en tant qu'organisation, nous avons mis en place une coalition pour le COVID et avec beaucoup d'accès. Ce n'est pas simplement les femmes, justement, qui sont impliquées, parce que c'est une pandémie qui affecte tout le monde, pas seulement les femmes. Bien sûr, nous savons que les femmes ont été plus touchées, mais pour ceux qui ont été infectés, il y a en fait plus d'hommes qui ont été infectés par la maladie. Mais bien sûr, souvent, ce sont les femmes après qui sont plus impactées. Donc, ça a été pour nous un grand impact. Nous avons vu un impact sur le terrain au niveau des femmes. Donc, avec notre coalition, nous voulons veiller à faire beaucoup de campagnes d'information pour sensibiliser les gens au niveau local. Nous avons fait cela près de Lagos, où beaucoup d'entre elles, beaucoup de femmes ne comprenaient même pas la nécessité de porter un masque, ou pourquoi même se laver les mains à tout moment de la journée. Donc, pas seulement cela, même certaines n'ont même pas de téléphone ou même de gel hydroalcoolique. Donc, toutes ces choses-là dans ces communautés sont vraiment des problèmes. Si vous n'avez même pas d'eau courante, comment se laver les mains de manière régulière, fréquemment? Ce sont les défis que nous avons eus et auxquels nous avons dû trouver des réponses pour les femmes sur le terrain en tant qu'organisation, en tant que coalition. Ce que nous avons fait justement, c'est de pouvoir distribuer des gels, également distribuer des masques. Et après cela, nous avons également plaidoyé auprès du gouvernement. En ce moment, nous travaillons avec une agence qui est une entité qui prend des décisions où toutes les questions autour du COVID sont justement discutées. Et je fais partie justement de ce bureau, de ce comité, pour que les femmes puissent apporter également leur eau au moulin. Quelles que soient les informations que nous obtenons, justement, nous les utilisons pour pousser le gouvernement à intervenir. Mais en fait, ce que nous avons fait réellement pendant la crise, c'est d'apporter concrètement des gels, des masques pour nous assurer que les femmes avaient suffisamment d'eau et d'accès à l'eau pour pouvoir au moins se laver les mains. Et ce sont les choses importantes que nous avons faites. En ce qui concerne maintenant le Fonds vert pour le climat, nous continuons de travailler avec nos partenaires internationaux pour le changement climatique. C'est pour ça que nous sommes aussi avec Climate Change, avec les observateurs du monde entier. Mais sur le terrain, nous continuons de travailler avec nos autorités désignées. Nous sommes en contact permanent avec eux pour, maintenant que le confinement est terminé, nous voulons continuer à reprendre ces contacts. Justement, la semaine dernière, les vols nationaux ont repris. Donc, il y a une forme de vie qui reprend, justement, et nous pouvons reprendre contact avec nos gouvernements et voir comment nous pouvons donc bénéficier de ces aides. Donc notre projet, c'est de voir comment les femmes peuvent être impliquées dans le financement au climat. Cela va commencer en août. Nous allons faire des formations
pour donner des outils, pour équiper les femmes pour pouvoir justement accéder aux fonds. Et également demande au gouvernement comment aussi tenir compte des projets dirigés par les femmes. Nous avons besoin de financement pour que nous puissions mettre en exécution nos projets qui vont bénéficier aux femmes sur le terrain. Voilà, en gros, ce que nous avons fait pendant la crise du Covid. Et beaucoup de nos femmes n'ont pas accès à l'Internet, comme je l'ai dit. Pour nous qui l'avons, nous avons ce que nous appelons la salle de la situation, la salle de crise, où nous discutons de toutes ces questions. Par exemple, l'ouverture des écoles en tant que femme, c'est un sujet très important, bien sûr, parce que nos enfants sont à la maison depuis presque 4 mois. Donc, comment nous allons les ramener à l'école? Comment reprendre le chemin de l'école? Donc, nous devons continuer, que ce soit à la maison ou à l'école, les enfants doivent continuer d'être éduqués. Si les écoles doivent réouvrir, quel genre de prévention devons-nous mettre en place? Quel genre de mécanisme de prévention, de protection pour que nos enfants ne soient pas affectés et infectés? Même si les écoles ne vont pas rouvrir, comment continuer l'éducation depuis la maison? C'est ce que nous avons soumis au gouvernement. Ces questions que nous avons communiquées, et les communautés également ont soulevé ces questions. Donc, plusieurs parties de la communauté, il y a des enfants à la maison qui entendent bien la radio. Quand les annonces sont faites à la radio, par exemple. Et ce programme a pu marcher pour les enfants de primaire. C'est un programme que nous avons fait. Et certaines communautés, par contre, n'ont pas accès à la radio. Et entre les deux, il y a d'autres solutions, d'autres solutions qui vont apporter aux femmes. Donc, nous essayons de faire face. Et petit à petit, les choses commencent à s'ouvrir. Mais les choses, on le sait, ne seront plus comme avant. Même en tant que femmes, nous devons repenser à notre action. Quelles sont les choses les plus importantes, les actions les plus importantes à mener et que le gouvernement doit mener pour nous assurer d'avoir un bon environnement sain et s'assurer que tout le monde que les gens ne sont plus infectés par la pandémie. Merci. Merci beaucoup, Titi. Je me demandais justement ce fonds vert pour le climat que vous avez mentionné. Est-ce que c'est au niveau de Lagos, du Nigeria, ou est-ce que c'est beaucoup plus large avec d'autres pays pour la région? Est-ce que ça, c'est un aspect? Et l'autre aspect qui est intéressant aussi dans ce que vous avez dit, c'est peut-être de savoir avec votre organisation justement, est-ce que vous avez développé des activités pour soutenir les revenus des femmes, le financement des femmes? Nous savons que beaucoup de femmes sont dans des secteurs informels qui ont besoin, elles ont besoin de soutien. Et si vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît, on a peu de temps maintenant. Oui, si on parle des soutiens de revenus pour les femmes, c'est quelque chose que nous avons apporté auprès du gouvernement. Le gouvernement a un ministère dédié à cela. D'abord, ils essayent de donner des aides aux femmes et ensuite d'équiper les femmes justement à développer leur entreprise et leur donner pour cela des subventions à utiliser comme une base pour démarrer un commerce ou un business. Donc, jusqu'entre 20 000 50 000 Naira, c'est-à-dire à peu près 150 $, qui est beaucoup d'argent ici au Nigeria pour démarrer, pour lancer une affaire. Bon, beaucoup de femmes vont bénéficier de cela. Donc, on veille derrière pour s'assurer que les femmes auront ces subventions. Mais au niveau national,
concernant le climat, le Fonds vert pour le climat. Nous avons toute une étendue de femmes dans tout le pays et il y aura des formations au sud-ouest du pays. Nous en aurons également un autre séminaire dans d'autres régions, à Abuja également, qui est la capitale du Nigeria. Nous aurons tous les leaders des groupes des femmes qui vont converger pour une formation commune pour qu'ensuite elles puissent ramener ces formations dans leurs organisations respectives et pour être plus efficaces pour la formation des femmes, leur donner les outils pour suivre justement les engagements du gouvernement, pour accéder aux fonds et pour s'assurer que les femmes puissent justement accéder à ces fonds sur le terrain. Merci, merci beaucoup. Donc, j'encourage tout le monde à suivre à cette association qui s'appelle les questions du 21e siècle, 21st Century. Et puis, il y aura bien sûr d'autres questions après ce temps de présentation. Nous avons maintenant Thierry Tchekpo. Donc, du groupement intercommunal des collines au Bénin. En fait, avec vous, on aimerait voir dans quelle mesure bon, les collectivités locales sont vraiment au premier rang des organisations concernées par l'impact de cette crise. Comment est-ce que vous vivez ça au Bénin et quel est le lien que vous avez réussi à faire entre le niveau national qui prend des mesures et vous en tant que collectivité locale qui êtes sur le front de la situation actuelle? Merci Thierry. Voilà. C'est bon? C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup, Romain. Salut à tous. Comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Thierry Tchekpo, je suis chargé de mission. Je m'occupe des partenariats et de la communication au sein du groupement intercommunal des collines. Les collines, il faut rappeler que c'est un département au Bénin, le département de la région centre du Bénin, composé de 6 communes avec une superficie territoriale d'environ 14 000 km² et une population d'environ 800 000 habitants. Le contexte climatique, rapidement, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est partagé entre la réalité climatique de la région nord et celle de la région sud. Donc, nous avons notre modèle climatique propre à nous dans le département, sauf qu'il reçoit les influences des 2 pôles, le pôle sud et le pôle nord. Donc, ça crée vraiment un contexte très, très hybride et très difficile à maîtriser ou à contrôler. Et dans ce contexte, qu'est-ce que le GIC fait? Le territoire déjà étant un territoire potentiellement agricole, donc on n'a pas trop de population riche par ici. Donc nous sommes plutôt dans des petites actions. Et à l'échelle du Bénin, si on doit compter les collectivités locales qui font des efforts, qui prennent des initiatives dans le contexte climatique, aujourd'hui, je pense qu'on n'en comptera pas, on n'en citera pas 2, sans parler du GIC. Parce qu'en termes de planification climatique, on est très, très en avance. Je ne soulignerai pas cet aspect sans évoquer l'accompagnement du GRS, l'ONG le GRS de France, qui nous accompagne sur cette thématique de changement climatique et transition énergétique sur le territoire. Et avec un géant programme qu'on vient d'achever d'ailleurs, le programme CEMATER 2, CEMATER 1, pardon, CEMATER 2 est en cours là, CEMATER. Alors c'est bon, ça suit? Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, projet CEMATER, c'est entendu climat, énergie et mesures d'adaptation et d'atténuation dans les territoires ruraux. Hein. Donc c'est beaucoup plus
la planification climatique, énergétique, beaucoup plus la structuration des acteurs pour permettre le partage d'informations et de pratiques et le développement des actions au sein des communautés. Donc, la phase 1 étant terminée, on est en train de vouloir démarrer la phase 2 qui a prévu pas mal d'activités également avec un zoom mis sur la question de biomasse énergie à l'échelle du territoire. Donc, pour revenir à l'accès au financement, je vais dire que ce n'est pas facile pour les collectivités locales au Bénin. Parce que le Bénin, au Bénin, pardon, il y a, en termes de dispositifs de financement pour les actions climat, il y a ce que nous appelons le Fonds national pour l'environnement et le climat, le FNEC. Il est logé au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable. Et par moment, je dirais annuellement, il lance des appels à projets, des appels à concours, je vais dire carrément, pour sélectionner les actions, les initiatives les plus performantes qui bénéficient souvent de microfinancement pour développer les actions. Mais il y a quelques aspects à souligner qui pourraient retenir votre attention. C'est de dire que le contexte béninois, je ne sais pas si il est pareil ailleurs, c'est que, vous voyez, les critères de sélection des porteurs de projets, que ce soit collectivité locale. Donc, dans collectivité locale, est-ce que c'est des grandes villes ou des territoires ruraux, ou que ce soit des OSC, des grandes ONG, ou bien des OSC localement situés qui font de petites actions, les critères restent les mêmes. Pour nous, en tant que collectivité territoriale, ça nous pose un problème. De dire que tout le monde parle de l'accès au financement climat, tout le monde parle des problématiques climatiques, mais dans les efforts qui se font en matière de développement d'outils, en matière de mise en place des mécanismes de financement, on ne tient pas compte des spécificités contextuelles pour pouvoir définir les critères. Je crois que l'intervention qui m'a précédé, non, pas qui m'a précédé, c'est qui a précédé la dame du Nigeria, a parlé, a énuméré un certain nombre de critères. Et moi, tout de suite, je me demande, est-ce que, dans mon contexte à moi ici, dans le département des collines, ce serait plus facile et ce serait aisé pour moi de remplir un jour ces critères à lui pour pouvoir bénéficier de ce financement. Ce n'est pas souvent aisé. Parce que quoi? Vous voyez, par exemple, les critères de performance, les formulaires qu'on nous envoie souvent à remplir, j'imagine que ce n'est pas le jour où on reçoit les formulaires qu'on doit se mettre à structurer ces données-là. On a l'obligation d'anticiper, OK, et mettre en place des dispositifs de collecte de données pour pouvoir plus tard répondre à ces critères ou ces demandes qui nous viennent par moment. Donc, il est question de dire, est-ce que nous, en notre sein, nous disposons des moyens nécessaires pour aller au détail près des informations qu'on nous demande souvent dans les formulaires à remplir. C'est très pénible pour nous, très difficile. Et quand vous arrivez par le faire, c'est que vous passez à côté du financement. Donc, ça arrive de l'international, très souvent. Pour ce qui est du contexte national, c'est pareil. OK. C'est pareil, on a des difficultés à répondre à cela. Et pour faire le lien avec la situation du Covid, c'est de dire encore une fois que il faut, la leçon à tirer de la pandémie du Covid avec les difficultés d'accès au financement, notamment pour les territoires ruraux, c'est de dire il faut qu'on réfléchisse la chose climatique de façon intégrée. On ne voit plus seulement, oui, manifestation climatique, bon, action en réponse. Il faut qu'on réfléchisse dans l'idée de dire, par exemple, OK, on est en train de mener des réflexions, on est en train de mener des actions. Et si demain, un phénomène naturel s'imposait à nous et nous contraint à ne pas pouvoir utiliser tout le mécanisme classique qu'on a mis en place, quelles sont les mesures de résilience dont on dispose?
va continuer soit à mettre en œuvre les actions ou à pouvoir dire stop et maintenir les choses à l'étape X, quitte à pouvoir les reprendre plus tard. Vous voyez, par exemple, dans des contextes où la connectivité Internet n'est pas très bien fournie, en ces périodes de Covid, c'est clair et net que toutes les actions s'arrêtent. Oui, bien sûr. Ce qui est pire, c'est que le suivi de ces actions-là également s'arrête. Et là, ça fout tout en l'air. Ouais. Du moment où on n'arrive plus à suivre, c'est qu'on n'est même plus capable de prévoir le futur. Donc, de façon synthétique, voilà ce que je peux dire. Merci. Bon, en même temps, je présente l'excuse de mon collègue qui devait participer normalement à l'entretien avec vous, mais subitement, il a fait une crise sanitaire et actuellement, il est hospitalisé à l'hôpital. Donc, c'est ce qui fait que moi, je suis obligé de prendre la relève. Donc, je vous remercie. En effet, Loriche, votre collègue, devait être avec nous et on espère qu'il se rétablira au plus vite. Voilà. Mais je rassure tout le monde que tout va bien. Voilà. Très bien, bonne nouvelle. Du coup, bon, il nous reste plus que 10 minutes. Je pense en fait que je vais passer directement la parole à Justine, Deputy Program Director du FMDV, parce que je pense que Justine aura des éléments de réponse à ce dont vient parler Thierry, sur la question notamment de la décentralisation financière qui est beaucoup portée par le FMDV dans son travail. FMDV qui accompagne des collectivités, notamment en Afrique, sur la question de leur accès au financement et du coup la décentralisation financière. J'en profite pour poser un peu la question aussi. Est-ce que cette crise actuelle, selon vous, Justine, est en train de permettre peut-être d'accélérer cette décentralisation financière tant demandée ou pas forcément? Merci. Alors, merci Romain. Et peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais revenir effectivement sur, vous présenter rapidement le FMDV, donc le Fonds mondial de développement des villes. Donc, on est un réseau mondial de collectivités locales dédié à promouvoir et développer des solutions de financement et d'investissement pour promouvoir un développement urbain durable et intégré. Et donc, pour ça, on travaille en appui conseil auprès des gouvernements centraux et aussi locaux pour mobiliser l'expertise technique et l'ingénierie financière pour vraiment, et ça rejoint la question effectivement que Romain posait, de la décentralisation pour organiser les conditions donc préalables à un accès qui soit facilité aux ressources financières qui sont nécessaires aujourd'hui pour le développement durable des collectivités. Donc, plus généralement, et du fait aussi de cette crise, ce qu'on a pu observer, nous, c'est que localement, le risque qui était lié au manque de solvabilité des acteurs locaux s'est accru, n'a fait qu'augmenter, et surtout en Afrique subsaharienne, où la décentralisation fiscale et l'autonomie financière est moins avancée, forcément. Et donc, c'est aussi ce qui rend les investisseurs plus frileux. Donc, encore une fois, le gap et le problème d'accès au financement pour les collectivités locales reste d'autant plus un enjeu aujourd'hui. Pour citer quelques chiffres, on estime que la crise aujourd'hui a engendré une baisse de 30% du budget des villes africaines et même jusqu'à 50% si on prend en compte le manque à gagner relatif aux impôts et aux taxes. Donc, c'est vraiment une crise majeure et une crise de la fiscalité et donc une crise de l'autonomie financière, donc de la décentralisation dont on parlait, à laquelle on assiste aussi aujourd'hui. Et puis, forcément, en parallèle, on s'attend aussi à une diminution des transferts des États, puisque les États sont dans l'obligation aujourd'hui de se recentrer du fait de la crise sanitaire sur leurs activités régaliennes. Et je voudrais aussi souligner un paradoxe qui émerge aussi et qu'on voit, nous, au FMDV, à l'interstice et à l'intermédiaire entre les collectivités locales, justement, les acteurs locaux et les institutions financières, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés, ne parviennent pas à décaisser leurs lignes de crédit et fonds d'investissement qui sont mises en place au profit des villes.
Un chiffre à nouveau, par exemple, on estime que ce qu'on appelle les Project Preparation Facilities, donc qui sont des facilités pour aider les collectivités locales ou les acteurs en général à préparer leurs projets, ont des taux de décaissement en dessous de 50% en moyenne. Et puis du côté des investisseurs, il y a autre chose, un autre enjeu qui a souligné et qui rejoint le problème pour les collectivités d'avoir une capacité à accéder à des plus petits fonds, c'est que beaucoup, la plupart et la grande majorité financent des projets qui vont au-delà de 50 millions. Donc, pour les collectivités, notamment ce que soulignait Thierry Tchekpo, c'est la diversité des collectivités, y compris les petites villes, l'accès au financement est difficile. Donc, l'accès à des moyens de diversifier leurs sources de financement et donc d'augmenter leur autonomie financière est complexifié, et d'autant plus dans une situation de crise. Donc là-dessus, et il ne nous reste pas énormément de temps, je voudrais aussi rappeler l'intervention du FMDV qui s'axe sur 3 interventions, et ça répond aussi en partie aux questions posées pour le territoire béninois notamment et de la décentralisation financière. Notre premier axe d'intervention consiste à appuyer les acteurs locaux dans la conception de stratégies et solutions opérationnelles pour le financement des territoires. Et là-dessus, on intervient à toutes les échelles, aussi bien internationales, avec par exemple la création de l'International Municipal Investment Fund, qui a été créé avec UNCDF d'ailleurs et CGLU, mais aussi donc à l'échelle régionale sur la décentralisation financière. Et on travaille d'ailleurs avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont fait partie le Bénin, et les institutions financières des collectivités. Et puis aussi donc à l'échelle nationale, sur ces thématiques de décentralisation financière, mais aussi en direct avec les ministères qui sont en charge de la décentralisation et des villes pour structurer les stratégies de localisation. Donc, en amont du développement des projets, de créer ces conditions pour que les projets puissent justement intégrer ces critères dont parlait Thierry Tchekpo notamment. Et puis, par ailleurs, un autre enjeu qui est de développer des programmes qui soient nationaux et pas seulement internationaux, pour correspondre aussi aux conditions et aux enjeux qui sont observés localement. Et puis, en dernier ressort, et la dernière échelle sur laquelle nous intervenons, bien entendu, l'échelle locale auprès des collectivités. Et j'y reviendrai, on travaille notamment sur des démarches qui sont très innovantes avec les collectivités. Le second axe d'intervention est donc aussi d'organiser la convergence des parties prenantes. Donc, parmi toutes ces échelles et toute l'échelle de valeur de production des projets, il s'agit vraiment de pouvoir structurer des alliances à des échelles régionales, à des échelles interrégionales, pour aussi donner naissance à ces programmes qu'on veut nationaux. On a notamment organisé en juin dernier avec le Royaume du Maroc une conférence des ministres africains sur la ville, des ministres africains de la ville sur la relance post-Covid. Et en dernier ressort, on contribue et on continue aussi de contribuer, et on pense que c'est aussi quelque chose de très important, de contribuer au débat international sur la localisation du financement. Je citerai notamment notre travail auprès de la Cities Climate Finance Leadership Alliance, qui est la coalition aujourd'hui des acteurs de la finance climat en faveur des villes. Donc, aussi, en mot de conclusion et pour ouvrir, puisqu'il reste très peu de temps, je voudrais aussi souligner le fait que la question et l'enjeu pour les collectivités, et dans la décentralisation, la question de la diversification des sources de financement, c'est aussi l'accès à des plus petits fonds. Et ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est pour les acteurs locaux, c'est l'enjeu de pouvoir agréger aussi bien des projets que de la finance. Et d'autre part, l'enjeu qui est de trouver des solutions innovantes pour lever les freins à l'accès au financement par les acteurs locaux, notamment les financements fléchés climat. Et là-dessus, je soulignerai trois démarches innovantes que le FMDV appuie auprès des collectivités. La première est celle du coaching de projet. Donc, on accompagne vraiment sur des séances, on organise des séances de coaching
auprès des collectivités pour qu'elles puissent améliorer leur présentation technique et financière et pour qu'elles puissent accéder à un dialogue partagé avec les partenaires techniques et financiers. Et ça a permis, c'est des actions ponctuelles qui a permis de mobiliser des sources de des financements relativement importants pour les collectivités. La seconde démarche est celle des budgets participatifs, qui aujourd'hui est très répandue, mais c'est aussi un enjeu très important pour permettre aux citoyens de contribuer aux arbitrages budgétaires de leur ville. Et je pense que c'est de manière plus générale un engagement citoyen au niveau local qui favorise aussi la décentralisation. Et la dernière démarche que je voudrais souligner, qui est une démarche particulièrement innovante, qui sont ce qu'on appelle les Living Labs, qui sont des laboratoires où, en fait, plutôt que d'avoir l'éparpillement des acteurs financiers, des porteurs de projets, etc., c'est de créer des écosystèmes où les apporteurs de technologie, les financeurs, les acteurs publics puissent converger et tester et développer, parce que le temps du test est souvent long, compliqué, et c'est là, en fait, où se jouent tous les enjeux d'innovation. Donc là-dessus, on travaille notamment, et ce sera le mot de conclusion, je dirais, avec nos partenaires africains, notamment avec la ville de Kampala, sur laquelle on est en train de mettre en place le premier Living Lab sur des technologies vertes, notamment en partenariat avec la ville de Paris et Johannesburg. Donc voilà. Super. Merci beaucoup pour tous ces éléments très pertinents et qui m'aident même à conclure. En quelques courtes minutes. Donc, effectivement, je vous invite à consulter aussi notre site Climate Change où, avec la coalition financement qui est pilotée par le FMDV, justement, CGLU, le WCF, qui fait partie, auquel Madame Titi Lopé est lié, et le GRS aussi, et c'est pour cela qu'on avait le GIC, le GIC du Bénin avec nous, c'est via le GRS aussi. Donc cette coalition-là a déjà fait des propositions très concrètes pour faciliter l'accès au financement des acteurs non étatiques, qui se recoupent avec pas mal d'éléments dont Justine vient de parler. Donc ça, c'est plutôt du plaidoyer pour renforcer ce plaidoyer-là. Nous, notre petite contribution en tant que Climate Change, c'est donc d'essayer d'organiser toute cette information, et j'ai beaucoup de questions qui sont sur justement où trouver l'information sur les financements disponibles, notamment pour les petits acteurs type petites collectivités, petits business ou petites ONG. Donc, nous, on travaille en ce moment à faire une étude. On en est vraiment au tout début, à la préfiguration, mais l'idée, ce serait de monter un portail où on regrouperait des petits financements inférieurs à 1 million d'euros qui seraient accessibles à des petites collectivités, des petites ONG, en français et en anglais. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a certains qui ont des informations, partagées avec nous, avec l'équipe Climate Change, on va essayer de mettre ça en place dans les prochains mois. C'est un gros chantier. Et si vous avez plusieurs questions plus précises dans le chat, je vous invite à nous contacter en direct. Vous pouvez nous écrire sur association@climate-change.org. On vous envoie de toute façon le compte-rendu de cette session, et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez encore. On est à votre disposition pour y répondre. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants qui se sont rendus disponibles. Merci pour la présence assez forte. On a été jusqu'à 100 personnes en même temps, si je ne m'abuse. Merci à la traductrice aussi qui est restée avec nous jusqu'à maintenant. Et n'hésitez pas à suivre les prochains webinaires tous les jeudis de 15 à 16 heures de Paris. On organise un atelier virtuel sur une coalition, sur un sujet précis. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.